Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous pour un nouveau numéro de la grande interview. Aujourd'hui, j'accueille Madame Nathalie Yamb, militante et panafricaniste, qui participe actuellement ici à Moscou au forum sur la multipolarité, un événement parrainé par le ministère russe des Affaires étrangères. Madame Nathalie Yamb, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, je voudrais commencer mon entretien par cet événement auquel vous avez pris part, le forum sur la multipolarité. Comment vous évaluez ce forum et la participation de divers pays? Écoutez, je pense que c'était un événement important, un événement nécessaire. On est dans une temporalité dans laquelle on voit un ordre mondial existant s'effondrer et il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une réflexion pour prévoir et designer l'après. Et l'après aujourd'hui va un peu changer les rapports de force. On a vu une affluence très notable à ce forum. Il y avait plus de 130 délégations. Beaucoup de participants. Oui, qui venaient de partout, voilà, et qui se projettent, qui ont échangé, qui ont débattu, qui se sont exprimés pour mettre en place un cadre architectural qui va refléter la géopolitique actuelle, qui n'est plus celle qui existait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors la multipolarité, c'est un modèle de gouvernance prôné par les pays du Sud global et par la Russie. Quelles sont selon vous les chances d'aboutir à ce nouvel ordre mondial ? Je pense qu'on est déjà dedans même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un ordre mondial qui résiste à l'unipolarité que l'Occident veut essayer de maintenir contre vents et marées. C'est pas une question de savoir si ça va réussir. La question, c'est de savoir quel cadre on va lui donner, parce qu'on ne veut pas sortir d'une unipolarité ou d'une bipolarité pour entrer dans une autre domination qui vient d'ailleurs. Donc, je pense que et à travers l'initiative des BRICS, et à travers ces forums, et à travers d'autres réunions qui se passent, le cadre est en train d'être mis en place pour encadrer une réalité qui s'impose déjà au quotidien pour nous tous. Alors, lors de son intervention, à l'occasion de cet événement, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a fait allusion à une certaine forme de colonialisme inachevé en Afrique en raison de la dépendance économique. Quelles sont selon vous les solutions concrètes pour sortir de cette dépendance économique dont fait face beaucoup de pays africains? Déjà, il faudrait qu'on ait à la tête de nos États des gens qui ont envie de sortir de cette dépendance économique et qui savent profiter des situations politiques qui prévalent en ce moment avec les conflits qui ont lieu de part et d'autre, avec la présidentielle américaine qui arrive. Il y a tout un faisceau d'opportunités qui est là. Il faut que les dirigeants des pays africains savent les lire, apprennent à les lire, sachent les utiliser et aient la volonté intrinsèque de sortir d'une situation de dépendance, d'une situation de vassalité pour s'assumer en tant que pays, État souverain. Je pense que certains pays africains le font. On a l'exemple du Sahel, où 3 pays ont décidé cette fois-ci de sortir de la dépendance, de sortir de la colonisation entretenue à dessein par l'ex et le toujours, enfin là il a été éjecté, mais le colonisateur qui a maintenu des armées affaiblies, qui ne les a pas formées, qui ne les a pas équipées, qui maintient une monnaie coloniale, qui maintient des institutions régionales qui sont à sa solde. Et aujourd'hui, c'est systématiquement en train d'être déconstruit et il faut que chacun le fasse dans sa région, dans son écosystème. Et je pense qu'il y a une très grosse volonté pour cela. Moi, j'ai assisté au sommet des BRICS à Johannesburg au mois d'août et j'ai vu qu'il y avait énormément de pays qui étaient intéressés, qui ont participé au BRICS+. Oui, alors oui, pardon de vous interrompre. Alors en parlant du sommet des BRICS et le projet des BRICS, oui. Quelles sont les chances pour les pays africains d'adhérer à cette institution? Bon, déjà, on a vu 2 nouveaux pays, 2 pays africains et l'Égypte qui sont sur la face est, ce qui est un peu normal parce que c'est la face qui est en face de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, enfin de cette partie-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les pays africains à rejoindre
cette initiative, ce projet, mais qu'il y a un travail à faire en amont. On ne rejoint les BRICS, je crois, que lorsqu'on est un pays vraiment souverain. D'abord, quand on est un pays qui est décidé à ne pas servir de faire valoir pour des intérêts qui sont antagonistes avec l'émancipation qui est prônée dans les BRICS. On cherche une dédollarisation, on ne va pas amener des gens qui sont dans un système monétaire qui est dans le système SWIFT, qui dépend de l'Europe, qui dépend des États-Unis. Donc on a nos homeworks, on a nos devoirs à faire à la maison, mais il y a plein d'opportunités là-dedans et je pense qu'au prochain sommet qui aura lieu, je crois, en Russie, au mois d'octobre, je ne serais pas étonnée qu'on ait de nouvelles candidatures qui soient analysées, parmi lesquelles peut-être des candidatures africaines, je pense. Et avant les BRICS, Madame Nathalie Diambe, vous venez juste d'évoquer la région du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il y a eu des changements politiques dans ces trois pays ces dernières années. Comment vous analysez cette situation ? Oh, je pense que c'est un signe annonciateur de l'éveil africain. Nous avons les changements politiques qu'on a pu observer, les coups d'État, la prise de pouvoir par les militaires, sont les résultantes d'une volonté populaire de changement. On notera que dans chacun de ces trois pays, il n'y a eu aucun mort lors des coups d'État. On n'a pas assassiné quelqu'un, il n'y a pas une goutte de sang qui a coulé. Il y a plus de sang qui coule avec les régimes démocratiquement élus qu'avec ces coups d'État. Donc les militaires sont intervenus pour changer des situations qui étaient devenues insupportables pour les populations, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique. Et je pense que le fait que ces pays aient subi des sanctions à travers la CEDEAO, des organisations instrumentalisées. Comment vous expliquez cette discorde entre la CEDEAO et ces pays membres dont il y a eu le changement ? La CEDEAO est avant tout un instrument de la politique française en Afrique. Et de la politique occidentale en Afrique. Des organisations qui sont financées par l'extérieur. Chez nous, en Afrique, on dit souvent c'est la main qui donne, qui commande. Vous avez des chefs d'État qui ne se voient pas en leader, mais qui se voient en exécutant d'instructions extérieures. Et donc, il est clair qu'à un moment donné, les pays qui ont décidé de s'émanciper sont obligés de se retirer de la CEDEAO parce que tant qu'ils sont au sein de cette organisation, celle-ci a une quasi-légitimité à parler pour eux, à leur exiger des choses, etc. Si on veut s'émanciper, il faut couper les liens avec la CEDEAO tant qu'elle sera un syndicat de chefs d'État aux ordres de l'extérieur plutôt qu'une communauté des peuples. Et dernièrement, la CEDEAO a accepté de lever une partie des sanctions sur la Guinée et le Mali. Pensez-vous que c'est un début d'un dénouement de la crise ? Non, je pense que ils ont imposé des sanctions et les sanctions se sont retournées pour la plupart contre ceux-là même qui les ont imposées. C'est vrai que le peuple du Niger a payé un lourd tribut. Je crois qu'il y a eu jusqu'à ce jour 304 personnes qui sont mortes dans des hôpitaux parce que du jour au lendemain, on n'a plus livré de l'électricité au Niger et que donc il y a des gens qui sont décédés. On a mis des embargos sur la nourriture, sur les médicaments. Et on a vraiment cherché à atteindre le peuple dans ses tréfonds. Aujourd'hui, la CEDEAO a vu que même toutes ces mesures illégales, indignes, irresponsables n'ont pas abouti à faire changer la donne. Donc, ils ont certainement reçu un petit coup de fil de Paris qui leur a dit, bon, écoutez, on va essayer autre chose. Ce que j'ai aimé dans votre question, vous avez souligné que c'est une partie des sanctions qui a été levée. La mobilisation de la force en attente qui avait été réactivée pour permettre d'agresser militairement le Niger n'a pas été démobilisée. Aujourd'hui, avec des éléments de langage, on dit on la laisse activer pour combattre le terrorisme, mais le terrorisme dans la région du Sahel est le fruit d'une activité de l'OTAN et de la France qui sont allés déstabiliser la Libye et qui ont créé tout un écosystème. Donc je pense que on leur a donné l'ordre de lever certaines mesures, ils l'ont fait au détriment de leur crédibilité.
parce que ils ont fait tout et leur contraire en même temps, mais ça ne les dérange pas puisqu'ils ne sont que des exécutants. Pour les 3 pays concernés, je pense que ça change pas vraiment grand-chose. Les 3 pays ont décidé de quitter la CEDEAO. Donc aujourd'hui, tout ce que la CEDEAO peut faire, ou les pays de la CEDEAO qui veulent continuer d'avoir des relations avec ces pays, doivent entrer dans des discussions bilatérales. Et ces États, les États de l'Alliance des États du Sahel, maintiennent la vigilance parce que malgré la pseudo-volonté de se rapprocher, on constate quand même la mobilisation des soldats français au Bénin, à la frontière du Tchad, même au Nigeria, il y a des forces françaises qui sont là-bas. Donc, on voit un arc antagoniste qui reste militairement mobilisé sur le terrain. Sur le plan continental, toujours, le continent africain. Alors, vous avez participé au dernier sommet Russie-Afrique au mois de juillet, c'était à Saint-Pétersbourg. Comment vous évaluez aujourd'hui la coopération économique entre le continent africain et la Russie? Et quelles sont les chances d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant entre la Russie et le continent africain? Bon, je pense que l'État actuel est un peu handicapé par les sanctions et par la situation qui fait que même quand des pays africains ont des avoirs, je parle là par exemple particulièrement des pays francophones, même quand vous avez des avoirs et que vous voulez commercer avec la Russie, le fait que le CFA est l'euro et donc dans le système SWIFT vous empêche d'interagir commercialement avec la Russie comme il le faudrait ou comme vous devriez pouvoir le faire en tant que pays souverain. Mais ça, c'est un handicap momentané qui va se terminer soit avec la fin du conflit et de l'opération militaire spéciale qui est en cours, soit parce que il y aura des alternatives qui vont être proposées aux pays et que ces pays vont retrouver. Mais je pense qu'il y a le sommet du mois de juillet a montré la volonté des pays africains d'entrer et d'approfondir cette collaboration et ce commerce avec la Russie, parce que malgré les interdictions de vol, malgré toutes les embûches qui avaient été mises dans les pattes de nos présidents, il y en a quand même plein qui sont venus. Maintenant, le partenariat gagnant-gagnant, c'est un objectif annoncé de la Russie qui parle de relations plus respectueuses. Mais c'est à nos chefs d'État d'imposer un partenariat gagnant-gagnant. Parce que si vous vendez moins cher, on vous achète moins cher. Mais ce qu'on est en train de voir, notamment du côté du Sahel, nous montre que il y a déjà des chefs d'État qui ont compris et que en face, il y a un pays, la Russie, qui a aussi compris que voilà, le gagnant-gagnant, c'est pas 90% pour nous et 10% pour les propriétaires des ressources, mais qu'il faut avoir des répartitions équilibrées. Moi, à chaque fois qu'on parle de partenariat gagnant-gagnant, je mets plus la responsabilité sur nos chefs d'État. Personne ne leur met un pistolet sur la tempe, et même quand on vous met un pistolet sur la tempe, vous avez le choix de ne pas signer n'importe quoi. Et sur un autre sujet, le panafricanisme, ce mouvement continental qui existe en Afrique depuis plusieurs décennies déjà. Aujourd'hui, Madame Nathalie Yamb, en 2024, qu'est-ce qui a changé dans ce mouvement? Alors, est-il toujours d'actualité dans sa première forme? Aujourd'hui, le panafricanisme est un terme que l'on retrouve dans tellement de bouches qu'on peut se poser la question de savoir si c'est pas un élément de mode ou pas. C'est-à-dire que le vent de changement qui a lieu en Afrique a été porté par des personnalités qui se réclamaient du mouvement originel du panafricanisme. Mais on voit aussi apparaître des gens qui portent cette étiquette. On voit des chefs d'État qui font tout le contraire des objectifs du panafricanisme et qui viennent se prétendre panafricanistes parce que ils savent que la masse de la population, la grande majorité de la population se réclame de ce courant. Nous avons aujourd'hui la nécessité peut-être de redéfinir le panafricanisme, de rappeler aux gens que le panafricanisme, c'est pas de dire je vais porter un boubou africain et puis je me mets devant un micro, je dis je suis panafricaniste parce que j'ai des tresses ou que j'ai un boubou africain. Il y a des objectifs politiques, il y a des objectifs d'intégration, il y a des objectifs de réaffirmation de soi, d'autodétermination, et c'est quand vous les réalisez que vous pouvez vous prétendre panafricain, ou c'est quand vous luttez pour ça que vous pouvez vous prétendre panafricain.
Et comment vous évaluez la conscience panafricaniste parmi la nouvelle génération des jeunes Africains? Ah, il y a une grosse volonté. D'ailleurs, c'est ce qui fait bouger les choses. Si vous entendez aujourd'hui des chefs d'État de la France-Afrique se prétendre panafricains, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que la plus grosse majorité de la jeunesse africaine, et on sait qu'en Afrique, la jeunesse représente 75% de la population, aspire à vivre et selon les préceptes du panafricanisme. Ils aspirent à de l'autodétermination, à de l'émancipation, à une souveraineté assumée. Ils aspirent à retrouver des valeurs qui sont souvent dévoyées aujourd'hui. Ils aspirent à vivre en paix et à une prospérité économique qui leur est déniée depuis trop longtemps. On oublie souvent de rappeler que le panafricanisme est né en fait dans la diaspora. Il a commencé dans la diaspora pour être reprise après avec Nkrumah sur le continent. Aujourd'hui, c'est le continent qui essaye de se battre pour s'autodéterminer et être un soutien à la diaspora. Mais je pense que ici, sur le continent africain ou ailleurs, la majeure partie de la jeunesse se reconnaît. Et quels sont les nouveaux défis du panafricanisme aujourd'hui? Ben déjà, premièrement, l'infiltration, parce qu'on est dans une lutte. Le panafricanisme aujourd'hui est dans un combat et il y a des gens qui se prétendent panafricanistes mais qui sont en fait qui essayent de freiner. Vous savez que c'est comme quand vous voulez construire une maison, vous faites une rangée avec vos parfums et puis la nuit il y a quelqu'un qui vient tout détruire et puis chaque matin. Donc il y a ça. Et puis il y a le fait que le panafricanisme dans la masse c'est bien, mais c'est encore mieux quand les dirigeants politiques l'incarnent et le pratiquent. On le voit au Mali, on le voit au Burkina, on le voit au Niger. Ça va pérenniser le mouvement, mais on a beaucoup de gens qui se prétendent panafricanistes, mais qui, quand ils sont dans des positions de décision, continuent de se comporter en vassal des intérêts étrangers. Donc ça, il faut que ça change. C'est un très grand défi, avoir une classe politique qui soit à la hauteur des espérances et du combat panafricaniste. Et concernant toujours les questions africaines, mais cette fois-ci sur un plan plus international, sur un plan géopolitique, plusieurs voix appellent à un élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies, au-delà des 5 membres permanents. Y a-t-il une chance aujourd'hui de voir un pays africain comme membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU? J'espère qu'il n'y en a pas. Le Conseil de sécurité de l'ONU est une des constructions qui découlent de l'ordre unipolaire que nous combattons. Il a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, pour maintenir un statu quo qui mettait certains pays dans une position de vainqueurs et les autres dans une position de vaincus ou bien de pays qui n'étaient même pas reconnus en tant que tels à l'époque parce qu'ils étaient des colonies. Pour moi, la construction du nouvel ordre multipolaire signifie que l'on doit sortir de ces institutions-là. On ne doit pas réformer le Conseil pour mettre 1 ou 2 pays africains devant, alors que tout le reste de la construction reste calé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, l'ONU, c'est fini. Pour moi, il faut créer autre chose et j'espère vraiment que... C'est quoi l'alternative? Il faut la penser, c'est le processus qui est en cours, qui est en réflexion aussi bien dans les BRICS que par les sociétés civiles, que par les forums comme ceux auxquels on a participé. C'est quelque chose qu'il faut penser, il faut recréer quelque chose. Vous pouvez pas... ajouter des rangées de parpaings à un édifice qui est penché et espérer que ça va tenir longtemps ou que ça va fonctionner. Le Conseil de sécurité, l'ONU, ont fait leur temps. Il faut refonder cela, il faut créer autre chose sur des bases nouvelles. Dans ces conditions, Madame Nathalie Yamb, sur la scène internationale, pour que la voix d'Afrique soit entendue, qu'est-ce qu'il faut pour que la voix d'Afrique, pour la voix du continent africain, pour que la voix du continent africain soit entendue sur la scène internationale? Il faudrait une unité, déjà, du continent africain. Il faudrait que des organisations comme l'Union africaine se comportent non pas comme des exécutants, non pas comme des accompagnateurs, mais comme des acteurs
du changement que nous voulons. Aujourd'hui, nous allons à des réunions, nous allons à des sommets. Vous voyez, nos chefs d'État sont venus ici à Saint-Pétersbourg au mois de juillet. Il n'y a pas eu, en dehors, je crois, des 3 pays de l'AES, il n'y a pas eu de concertation. On vient dans ces réunions au lieu de porter des projets communs qui vont favoriser l'intégration des pays, de dire, bon, chacun prie pour soi, on pèse pas grand-chose, 20 millions de personnes, 10 millions de personnes, mais si ensemble, on se met ensemble et qu'on décide que pour cette région, on veut une centrale nucléaire qui soit construite et qui va alimenter toute la région, c'est comme ça qu'on va peser. C'est pas en étant assis autour d'une table à lever des petits cartons ou à lever la main pour dire je vote pour, je vote contre, je m'abstiens. Mais c'est en s'unissant et en se montrant économiquement et politiquement souverain, exigeant vis-à-vis de nos partenaires et conscient des richesses que nous avons et que nous pouvons apporter sur la table de négociation. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est en 1884, on a été totalement absent quand le monde s'est partagé notre continent à Berlin. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec un ou 2 sièges au Conseil de sécurité ou bien un siège au G20, on est en train de se satisfaire du fait qu'on sera dans la salle. Mais on sera peut-être plus le menu, mais on sera le serviteur, au lieu d'être assis et de devenir le décideur de ces choses. Donc, il faut que nos organisations internationales se mettent à la hauteur des attentes que l'on a d'elles. Vous venez d'évoquer l'Union africaine. Dans quel contexte vous situez cette Union africaine sur la scène internationale? C'est sur un strapontin. L'Union africaine, c'est un évanescent. Ils ne servent à rien. Ils ne portent aucun projet commun. Ils vont manger des petits fours. Ils boivent du thé. Ils sont contents de poser sur les photos. Mais derrière, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait pour défendre les intérêts de l'Afrique? Il y a une guerre aujourd'hui en Europe qui oppose 2 pays, enfin 2 organisations, des entités européennes. Nous n'avons rien à voir là-dedans, en réalité, mais nous supportons en plein pot les conséquences de cela et l'Union africaine ne réagit pas. L'Union africaine existe. Il y a des problèmes en RDC, au Congo. Il y a des massacres qui sont commis depuis des décennies. Justement, cette question, elle a été évoquée lors de la 37e édition à Addis Abeba du sommet africain. Évoquer une question, c'est pas la résoudre. Évoquer une question, on l'évoque souvent. On a même eu le président actuel de la République démocratique du Congo qui a été le président de l'Union africaine il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Et pourtant, il n'a pas réussi à utiliser tout le poids que lui donnait cette fonction d'1 an, ce mandat d'1 an, pour porter ce sujet sur la scène internationale, faire pression sur ceux qui financent les milices ou qui financent les forces qui sont en train de déstabiliser et d'endeuiller les Congolais. On s'assoit, on discute, on attend de l'aide, mais nous-mêmes, on n'a pas le courage, on n'a pas l'audace de mettre en place des outils qui vont contraindre les autres à se ranger derrière nous. En RDC, l'Union africaine a parlé, mais ce qui commence à faire bouger les choses, c'est les manifestations des populations devant les ambassades américaines, françaises, etc. Là, on dirait que ça les titille un peu. C'est pas le bavardage de l'Union africaine qui... Vous voulez dire que la voix populaire a plus de poids que la voix officielle? Oui, tout à fait, malheureusement. C'est pour ça que je dis que l'Union africaine, la CEDEAO, ces organisations-là, ne servent à rien. Ne servent à rien. Il faut les repenser totalement. Et pour les repenser totalement, il faut repenser leur financement. Parce que à la fin de la journée, si vous avez des gens qui utilisent 70% de leur budget pour entretenir leur petit confort à Addis Abeba, pour se faire des voyages en première classe, au lieu de gérer les problèmes sur le terrain des populations africaines, c'est comme si on n'avait personne. Merci à vous, Madame Nathalie Yamb. Merci encore une fois d'avoir accepté de participer à notre émission. Et merci à vous, Mesdames et Messieurs, de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente suite de programmes sur RT en français. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vive pour une Afrique libre et indépendante. Vive la Russie. Ensemble, nous irons très loin. Nous allons bouleverser cet ordre mondial qui est en train de piétiner le monde. Nous allons bouleverser ça. Nous allons imposer notre nouvel ordre.